Bonjour à tous, nous avons le plaisir de recevoir Léa Salamé à l'invitation du Pèlerinage national de l'Assomption en partenariat avec Pèlerins et KTO. Son témoignage vient rejoindre les pèlerins présents à Lourdes et bien entendu en cette année de pandémie tous ceux qui sont chez eux et qui n'ont pu se déplacer à cause de ce virus. Bonjour Léa. Bonjour, merci. Merci beaucoup de nous accueillir Merci chez vous. à vous. Voilà. Alors ceux qui nous connaissent, ceux qui suivent nos conférences chaque année ont l'habitude que nous recevions des personnalités parfois inattendues, des personnalités qui ont des choses à nous dire. Et cette année, on est très heureux que ce soit vous. D'habitude, c'est vous qui posez les questions le matin sur France Inter. Aujourd'hui, c'est moi. Et je déteste ne pas poser les questions. Je sais, mais je vous remercie beaucoup d'avoir joué le jeu. Donc vous êtes une voix emblématique de France Inter. Les gens vous écoutent chaque matin. Vous réveillez les Français en recevant à votre micro des personnalités inattendues. Sylvain Tesson, Marlène Schiappa, Mick Jagger et récemment encore Axel Kahn, dont la parole a beaucoup marqué, je crois, vos auditeurs. Ouais, qui était absolument bouleversant. Bouleversante, oui, c'est un très très beau moment de radio, il n'y en a pas si souvent que ça. Et... Qui parlait de sa maladie et de la mort prochaine, puisqu'il est en stade terminal. Et il abordait ça avec une quiétude et une forme de légèreté et presque de joie à profiter des derniers moments comme jamais j'ai vu. Et ça s'est fait en direct, c'est-à-dire que c'est la première fois qu'il en a parlé de façon aussi directe. Oui, c'est vrai qu'il... Alors, j'aime pas dire ça, ça a l'air complètement con face à ce truc complètement existentiel qui est le rapport à la mort, mais il a choisi France Inter ce matin-là pour accepter de venir parler pour la première fois du fait qu'il était très malade et qu'il allait bientôt mourir. Alors, votre actualité, Léa, c'est aussi ce livre « Femmes puissantes » aux arènes, un très beau livre sur des femmes inspirantes, des femmes influentes de notre époque, médecins, chefs d'entreprise, rabbins. Patronnes, rabbins, mais on va en parler, actrices. Tout à fait. Alors, vous qui évoluez au cœur de l'arène médiatique, dans le bouillonnement quotidien de l'actualité, qu'est-ce qui vous a le plus marqué en cette année de pandémie? Qu'est-ce que vous avez envie de retenir de cette année pas comme les autres? Le rapport à la mort, d'abord. Vous me parliez d'Axel Kahn. Je vous dirais que la mort s'est invitée dans nos vies modernes et on avait oublié la mort et on avait fait un déni sur la mort. Et ça nous a sauté au visage, à tous, autant que nous sommes. On connaît tous des gens qui ont été... moi, j'ai 2 personnes qui sont décédées du Covid, qui étaient des amis de mon père, jeunes, 60 ans, ils sont morts. Je pense qu'on avait oublié qu'on mourait, on pensait qu'on était immortel. La mort s'est invitée dans nos quotidiens et peut-être l'autre chose que je retiendrai de cette année, c'est notre soumission volontaire, notre manière de nous soumettre aux règles que l'État nous imposait, avec une forme de docilité. Alors certes, il y avait la mort, mais enfin, on a mis les masques, on est resté chez nous, etc. Et François Sureau dit ça magnifiquement sur la perte un peu de notre liberté individuelle. C'est quelque chose, c'est un discours qui m'a beaucoup... Le recul des libertés publiques. Oui, le recul des libertés publiques et des libertés individuelles au nom du sacro-saint principe sanitaire. Et parfois, c'est un peu aller trop loin. Bien sûr qu'il fallait le faire, hein, je ne suis pas du tout complotiste ou quoi. Mais c'est vrai qu'on a eu cette capacité tous à dire oui, on reste chez nous, on met bien le masque et on se lave bien les mains, qui était un mélange d'un peu de soumission et d'infantilisation qui m'a marqué en tout cas. Je n'apporterai pas de jugement, mais que ça m'a marqué. Chaque jour, vous recevez des personnalités vraiment, alors on est sans filtre, des gens de droite, de gauche, des comédiens, des politiques. Des rappeurs. Booba. Voilà, et je voulais vous demander, parce qu'il faut quand même avoir de l'énergie pour remettre le couvert tous les matins comme ça, d'où vous vient cette grande curiosité, cette empathie que vous avez pour les gens que vous recevez? Je crois que c'est la définition de mon métier, c'est la vôtre également, c'est-à-dire que si on n'aime pas les gens, si on n'est pas curieux des gens, ça ne sert à rien d'être journaliste, puisque la base du métier, c'est d'aller vers l'autre et d'essayer de lui tirer quelque chose. Et moi, c'est la seule chose qui m'intéresse dans la vie. La seule chose que je sais faire, je dis souvent, c'est poser des questions. C'est ce qui m'intéresse, c'est d'essayer de faire accoucher les gens, d'essayer d'obtenir quelque chose d'eux. Alors certes, il y a l'exercice noble de l'interview politique que j'ai beaucoup fait, mais de plus en plus, je trouve que les intellectuels, les artistes, les penseurs, les avocats ont plus de choses à dire et nous nourrissent plus que les hommes politiques. Donc de plus en plus, je prends la tangente. Et pourtant, on a le sentiment aussi qu'il y a une forme de véhémence qui est en train de monter dans la société française, que c'est de plus en plus dur de se confronter à une autre opinion que la sienne. Et il y a Jean Birnbaum qui a fait un très beau livre sur l'impossibilité de la nuance. Voilà, le courage de la nuance. Aujourd'hui, ça devient de plus en plus compliqué de se confronter à une autre pensée que la sienne. Est-ce que vous le sentez, ça? Je le sens tous les jours. J'ai l'impression que tous les jours, dans le monde d'aujourd'hui, on nous impose de choisir notre camp. On doit être de ce côté-là ou de ce côté-là. On n'a plus le droit d'être nuancé. Or, moi, je revendique
le gris, l'imperfection, la maladresse. Je revendique de ne pas avoir un avis clair sur tout. On nous impose tous, on doit donner notre avis sur tout, et un avis qui doit être absolument tranché et absolument contraire à celui d'en face. Je pense que vraiment notre mission comme journaliste, vous, moi, c'est d'essayer de continuer à penser la société ensemble. Elle est en train de se fracturer, les médias la fracturent. Les médias, nous sommes responsables aussi de cette fracturation, et je pense qu'il faut lutter contre ça. En particulier à l'aube d'une année électorale qui promet d'être assez houleuse dans le pays. Oui, qui va être difficile, qui va être... Vous vous y préparez, Léa ? Oui, j'en ai peur. Je vous dis la vérité, j'en ai peur. On en parle avec Nicolas Demorand qui co-anime la matinale avec moi. Et je ne vous cache pas qu'il y a des fois où on est un peu démunis face à cette violence, la violence des réseaux sociaux, la violence des invectives. Parfois, on est un peu démunis et parfois ça nous fait peur, et après on se remonte le moral en se disant que c'est notre devoir citoyen d'être là, de pas déserter, et qu'on doit être là tous les matins parce qu'on crée ce moment avec les auditeurs, et que voilà, c'est notre responsabilité. Parmi les sujets qui vous tiennent à cœur, il y a aujourd'hui la place des femmes dans la société française, oui. Auquel vous avez consacré un très beau livre. Je voulais que vous nous racontiez un petit peu la genèse de cet ouvrage. Je l'ai souvent raconté, donc je vais aller vite. En fait, vous savez, ce livre-là, qui est à l'origine un podcast sur la radio, sur France Inter, c'est le plus beau, c'est mon plus grand bonheur de ma vie professionnelle depuis 15 ans que je fais ce métier. Pourquoi ? Parce que c'est un acte totalement gratuit, qui est venu par hasard. C'était pas quelque chose, un plan de carrière ou je ne sais pas quoi. Justement, c'était l'anti-plan de carrière dans la mesure où je sortais de l'antenne, parce que pendant 2 mois, je me suis mis en off de l'antenne parce que mon compagnon était candidat aux élections européennes, et ma patronne m'a dit: si tu veux être payée, ma chérie, il va falloir me proposer quelque chose, propose-moi une série d'été, ce que tu veux. Et elle m'a dit: tiens Léa, tu devrais te confronter peut-être à la question des femmes, du féminisme, c'est un peu un point aveugle de ta réflexion. Et c'est vrai que j'étais un peu embarrassée avec les questions féministes. Elle me dit ça comme ça, et moi je commence, et en fait de pouvoir discuter avec ces femmes pendant 1 heure, 1 heure et demie, de ne pas être dans la pression de l'audience, la pression de la concurrence, juste d'être dans ces moments gratuits, m'a apporté énormément, et a apporté de manière folle à toutes les auditrices, j'insiste, parce que c'est souvent des femmes qui me parlent de ça, mais il y a aussi des hommes, c'est pas un livre contre les hommes, parce qu'il y a plusieurs manières de ressentir sa puissance, parce qu'on a tout en nous, cette puissance, on le ressent tous, on ressent toutes qu'on l'a en nous, et il faut maintenant avoir le courage de l'exprimer. Et justement, c'est un vrai sujet du moment. On parle de manque de reconnaissance, d'inégalité salariale, de charge mentale, enfin il y a eu beaucoup, cette année c'est beaucoup revenu dans l'actualité. Pourquoi, selon vous, il y a encore tant de chemin à parcourir pour la reconnaissance des femmes dans notre société ? Alors, il y a beaucoup de chemin à parcourir, mais il y a beaucoup de chemin qui a été fait. Donc, moi, je suis plutôt du point de vue optimiste. Je pense qu'il y a de plus en plus de femmes au poste de responsabilité. Il n'y en a pas encore suffisamment, mais c'est en train... la révolution féministe, la révolution MeToo il y a 4 ans, etc., on est en train de plus en plus d'assumer notre puissance. Et ce titre-là, Femme puissante, a pu choquer en disant pourquoi puissante, etc. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les femmes sont faibles ? Non, ça veut dire qu'on a tous ça en nous. C'était aussi un clin d'œil au prix Goncourt. À Marie Ndiaye, bien sûr, les 3 femmes puissantes, bien entendu, à l'origine, c'est ça qui m'a fait penser à ça. Mais la puissance, c'est quoi ? C'est le courage de déplaire, c'est le fait de ne plus avoir peur d'être une imposture pour une femme, peur de ne pas être à la hauteur, c'est y aller, c'est se sentir responsable, c'est être centré, c'est sentir cette puissance en nous et ne pas en avoir peur et l'assumer. C'est ce que vous avez fait à votre manière en vous engageant cet automne après la dramatique explosion sur le port de Beyrouth. On vous a vu sur France 2 lors de cette opération de solidarité unie pour le Liban. On va en parler un petit peu après, mais on connaît vos racines libanaises. Est-ce que vous êtes aujourd'hui optimiste pour l'avenir de votre pays d'origine ? Non, ça me rend extrêmement triste, la situation du Liban. C'est un pays qui a subi beaucoup de souffrances, des avanies depuis des années et des années. Il y a eu 15 ans de guerre civile, il y a eu des assassinats des intellectuels, des progressistes, des hommes politiques au Liban. Il y a eu les guerres avec les pays environnants. Il y a eu plus d'1 million de réfugiés qui sont arrivés au Liban dans un tout petit pays qui fait la taille de 2 départements français. Et il y a depuis 3 ans une crise financière comme le pays n'a jamais connue. Je me sens impuissante en fait. Je me sens comme tous les gens qui sont entre 2 pays, 2 terres et qui voient leur pays d'enfance, leur pays natal, qui est en train de sombrer. Et c'est très difficile pour moi de regarder ça. Et oui, je me sens impuissante et
et je ne sais pas trop quoi faire. Ces derniers mois, en évoquant vos racines libanaises, vous avez aussi évoqué un autre pan de votre vie, plus intime peut-être, lié à ces racines, puisque vous avez votre père est maronite, je crois, et votre mère... Non, il est grec catholique. Grec catholique, pardon, ouais. Et votre mère est arménienne catholique. Voilà, ouais. Donc des racines vraiment dans le christianisme oriental. Et vous avez évoqué, d'ailleurs dans un numéro qui a beaucoup marqué nos lecteurs, dans Pèlerin, puis dans Panorama, votre rapport très pudique à la foi. Alors loin de moi l'idée de vous récupérer pour le pèlerinage de Lourdes, mais je voulais savoir un peu pourquoi vous avez accepté d'en parler, parce que finalement c'est quelque chose de très personnel. Je ne sais pas, j'ai toujours refusé d'en parler jusqu'à la sortie de ce livre-là, Femmes puissantes, parce que je pense que ce n'est pas le job d'un journaliste, que la foi doit rester de l'ordre de l'intime. Mais j'ai fait beaucoup d'interviews pour ce livre Femmes puissantes et j'ai demandé à toutes ces femmes de se livrer à moi avec générosité, avec franchise, avec sincérité. Et il me semblait qu'il fallait que j'en fasse de même, particulièrement pour cet exercice-là, quand je parlais de femmes puissantes. Et quand on m'a posé la question de la foi, vous m'avez posé la question à Pèlerin, à Panorama, je ne vois pas pourquoi je devais le cacher, en fait. C'est pas honteux. Donc, je ne l'affiche pas, c'est quelque chose d'intime que je vis de manière assez seule, parce que autour de moi, ils sont plutôt pas croyants, ou laïcs, ou agnostiques, ou mon compagnon est juif. Donc, vous voyez, c'était quelque chose d'assez personnel à moi, quand je vais à la messe ou quand je vais dans une église. Mais au fond, on m'a posé la question et il me semblait naturel de pouvoir dire oui, je crois, et oui, la parole du Christ, c'est quelque chose qui me donne la force et qui me donne le courage d'affronter tout le reste. Au début de cet entretien, vous parliez du retour de la mort dans notre vie quotidienne. Ouais. Et alors, est-ce que d'une certaine façon, ça remet pas aussi la question de la foi et de la transcendance au cœur du débat public, alors qu'en France, c'est quelque chose qu'on renvoie volontiers à la sphère privée ? Je pense qu'elle n'a jamais disparu, moi. Peut-être que les médias en parlent moins, mais je pense que la question de la foi, elle est toujours là, la transcendance, elle est là. Après, il y a la question de la transcendance, vous avez la question de la religion, de l'islam, qui est une religion beaucoup plus dynamique aujourd'hui que le christianisme, en tout cas en Europe et en Occident. Mais je pense que elle n'a jamais disparu, au fond. Et la foi, pour beaucoup de gens, c'est un pilier, c'est quelque chose qui aide dans un monde qui est très tourmenté, qui est très fracturé, qui est très difficile. En tout cas, à mon petit niveau, moi, ça m'aide. Dans un monde marqué par la performance, par la bien-portance, Lourdes incarne l'exact opposé, puisque c'est les malades qui sont à la première place, les personnes les plus fragiles, les plus précaires. Qu'est-ce que ce lieu vous inspire ? J'y suis jamais allée. J'ai envie d'y aller, mais je ne sais pas quand ce sera le bon moment. J'ai très envie d'y aller, c'est quelque chose auquel je pense assez souvent. Ce lieu m'inspire de la quiétude, de la sérénité. Je ne sais pas si c'est le cas, il faudrait que j'aille vérifier. Et voilà pourquoi j'ai accepté l'entretien, parce que justement, Lourdes, c'est pour les malades et c'est pour les gens qui sont dans la précarité, c'est pour les gens qui souffrent, qui viennent chercher quelque chose. Et quand vous m'avez posé la question, je me serais sentie un peu stupide de vous dire non, particulièrement pour cet événement-là. Un jour, j'irai moi aussi faire le pèlerinage de Lourdes, je ne sais pas quand. Il faudra que ce soit le bon moment, mais j'ai très envie de le faire. Un grand merci Léa d'avoir accepté cet entretien. Merci à vous. Merci beaucoup. Vous pourrez le retrouver sur les sites du Pèlerin, de KTO et de Prix en Église. Merci beaucoup de l'avoir suivi et à bientôt.